Bon, je vais commencer avec la présentation. J'espère que tout le monde m'entend très bien. OK. Alors, de tester, puis je pense que le son est correct. Il y a un panneau de questions juste à côté, à la droite de votre écran. Si jamais vous avez des questions à poser, juste les poser à droite et puis je pourrai répondre à vos questions en même temps. Est-ce que quelqu'un peut juste me signaler dans le forum de chat que vous êtes à l'écoute? Juste en entrant quelque chose dans le système de chat. OK. Bon, je pense qu'on est good avec le système de chat. Euh, alors, je vais commencer la présentation. Je vais juste confirmer, bon, écran numéro 2 que je vais présenter. OK, bon. Merci d'avoir pris le temps d'être parmi nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Paco Chamala et puis je suis le consultant régional du Grand Défi humanitaire pour l'Afrique subsaharienne. Et puis, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, je vais partager de l'information pour vous aider à mieux remplir la demande de proposition à travers notre formulaire en ligne. Ma responsabilité est de sensibiliser la population subsaharienne de l'Afrique pour justement localiser le nombre de projets que l'on finance et de supporter les entrepreneurs et les candidats, les ONG qu'on choisit en fin de compte pour financer. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais donner un aperçu du programme et de l'initiative. Je vais parler des domaines d'activité sectoriels, alors les domaines qui nous intéressent. Je vais passer par le processus d'examen et les critères d'évaluation. Finalement, je vais vous montrer comment s'inscrire et là, je vais prendre des questions et des réponses. Alors, juste pour me présenter encore, moi, ça fait 1 an et demi que je travaille avec le Grand Défi humanitaire. L'initiative a été créée avec un partenariat de l'Agence américaine pour le développement international, le Commonwealth Development Office britannique et puis le gouvernement des Pays-Bas avec le support de Grand Défi Canada. Le Grand Défi Canada existe maintenant pour 10 ans. Et puis, dans les derniers 10 ans, on a financé plus que 1000 solutions novateurs. Et puis, c'est un ONG indépendant qui, en fait, sollicite des fonds auprès du gouvernement pour lancer des programmes comme le Grand Défi humanitaire. Alors, au moment, le Grand Défi humanitaire est à la recherche des solutions novateurs qui aident les personnes qui se trouvent dans des crises humanitaires liées au conflit. Pour entrer en profondeur avec expliquer le problème, on sait d'après le bureau qu'on appelle le Global Humanitarian Overview, plus de 150 millions de personnes se retrouvent dans des crises humanitaires.
Et puis, parmi ces gens-là, la majorité se trouve dans des crises humanitaires qui sont dans les zones de conflit. Le fait qu'ils sont dans les zones de conflit fait que l'aide humanitaire traditionnelle a beaucoup de difficultés de joindre ces personnes. Alors, on a créé, mettons, le grand défi humanitaire pour donner l'opportunité aux ONG locales et nationales à combler ce besoin parce que les ONG humanitaires traditionnelles n'ont pas vraiment les capacités pour aller fournir de l'aide humanitaire dans les zones de conflit. On trouve aussi que quand on regarde la totalité des fonds humanitaires qui se distribuent dans le monde, à peu près 99% de ces fonds sont dédiés envers des ONG internationales. Alors, on peut dire les Nations Unies, la Croix-Rouge, etc. C'est moins de 1% des fonds humanitaires qui touchent les ONG locales et nationales. Et alors, la raison pour laquelle on a lancé le grand défi humanitaire, c'est d'apporter un peu plus d'équilibre à la réponse humanitaire. Alors, on veut encourager les ONG locales, ou bien surtout les gens qui sont les plus touchés par le conflit, à répondre à leurs propres besoins. Alors, nous, on fournit le financement et puis on espère que les ONG ou bien les organisations à but lucratif peuvent se manifester pour aider avec les crises humanitaires. Juste pour vous montrer le portfolio d'innovation qu'on a financé dans les derniers 2 ans. Alors, c'est la 3e année qu'on lance ce projet, ou bien ce programme. On a financé 52 innovations au total. Les pays qu'on a supportés sont la République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Yémen, le nord du Nigeria, l'Afghanistan, Pakistan, et Syrie. Les 4 secteurs de financement encore, santé, énergie, eau potable et information vitale. Et vous allez voir qu'on a en majorité financé des solutions dans le secteur de santé. Deuxièmement, dans les informations vitales. Troisièmement, dans l'énergie et finalement dans l'eau potable et les systèmes d'assainissement. Alors, voici nos 4 secteurs d'intérêt. On trouve souvent que dans les zones de conflit, les gens n'ont pas accès à l'eau potable à cause que la qualité d'eau est mauvaise ou que même s'ils ont accès à l'eau potable, il faut souvent voyager 2 heures ou 3 heures, ou des fois des journées même pour avoir accès à cette eau. Alors, les solutions qu'on finance sont souvent des approches ou des technologies qui permettent aux survivants des situations de conflit à retrouver de l'eau. Et puis, ça, c'est de l'eau pour boire, c'est de l'eau pour se laver, c'est de l'eau pour faire de la nourriture, etc. Le deuxième secteur que l'on focus sur, c'est les matériels sanitaires et les systèmes de santé. Alors, quand on parle, ici, on parle vraiment des technologies de télémédecine, des solutions qui peuvent augmenter la capacité des gens qui travaillent dans le domaine de santé. On trouve souvent quand les gens sont affectés par le conflit ou bien qui sont déplacés à l'interne, ils se trouvent souvent dans des endroits où il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de clinique médicale. Alors, toute forme de technologie qui permet aux populations d'avoir accès aux services de santé et aux soins de santé. La même chose pour les services sanitaires. Souvent, c'est le manque de système d'assainissement qui pollue l'eau et qui rend mauvaise la qualité d'eau qui se retrouve dans ces zones rurales. Alors, s'il y a des systèmes d'assainissement qui peuvent améliorer les conditions d'eau, on est plus que prêt à financer ces projets. Le troisième secteur, c'est
l'information vitale, c'est souvent des solutions qui permettent aux gens qui ont été impactés par le conflit de communiquer leurs besoins ou bien d'être notifiés des dangers genre, qui sont présents. Avec le COVID-19, par exemple, on a financé des projets pour sensibiliser la population des risques des risques de la maladie. On a aussi financé des applications mobiles pour, comment dire, des applications mobiles pour justement informer les ONG internationales des besoins réels ou des besoins sur place dans des pays qui ont été impactés par le conflit en temps réel et à répondre à ces besoins d'une manière assez comme directe. Je pense que l'innovation avec l'application mobile que je mentionne était que les besoins sont communiqués d'une perspective des gens qui souffrent directement dans les zones de conflit. La quatrième secteur, alors le secteur d'énergie, ça c'est pour en fait des moyens alternatifs de trouver deux sources d'énergie. Alors, on aime beaucoup les panneaux solaires, on aime beaucoup tout ce qui est comme source d'énergie alternative. Si vous pouvez comme faire en sorte que les gens aient accès à l'énergie à un coût beaucoup plus abordable, par exemple, c'est des innovations qu'on cherche à financer. Je vais juste mettre une petite pause. OK. Okay. Somebody had asked if we can translate this to English. So there will be an information session that's in English that we will host in another session. But this particular session is in French only. Alors ça, c'est juste pour souligner que la session d'information va être genre en français pour la durée de cette séance. Et puis, on va avoir une session d'information en anglais une autre fois. Mais cette session est uniquement en français. OK. Alors, je vais vous dire que nous, on finance les ONG, mais on finance aussi les entreprises du secteur privé. On finance des projets qui sont faits par des universités. On encourage aux institutions, soit privées ou publiques, de soumettre autant de projets que vous aimeriez soumettre. Mais on demande juste que dans l'équipe, des gens qui vont... les leaders de projets doivent être des personnes différentes. Alors, si l'université de Lubumbashi, par exemple, soumet un projet, on va demander que sur chaque projet, le directeur principal du projet soit une personne différente. Vous pouvez soumettre plusieurs projets dans la même catégorie ou bien plusieurs projets dans des catégories différentes. Encore, les projets se soumettent à travers un formulaire en ligne. Alors, je serai capable de vous montrer le formulaire en ligne un peu plus tard, mais c'est très important de savoir qu'on n'accède pas comme des documents comme par courriel, des propositions par courriel. Alors, évitez d'écrire des dissertations pour nous envoyer parce que c'est vraiment des questions assez précises qu'on demande à travers notre formulaire en ligne qu'il faut remplir. Okay. Alors, notre financement peut se
il y a deux types de financement qu'on offre. Il y a le financement de 250 000 $ pour financer les projets en démarrage. Alors, ça, c'est de nouvelles idées et approches qui n'ont pas encore été testées. Alors, ça, c'est si vous cherchez à si vous cherchez à tester si votre idée va marcher, s'il va avoir un impact réel sur la vie des gens ou bien améliorer leur vie, vous pouvez soumettre un financement, une demande de financement. Il y a le deuxième type de financement, on appelle ça le déploiement à l'échelle. Alors, il y a la première tranche qui s'appelle pour le démarrage, alors le seed stage en anglais, et puis le deuxième type de financement, ça peut aller jusqu'à 3 millions de dollars. Ce déploiement à l'échelle, ça c'est pour des idées et des projets qui ont déjà été testés, ils ont déjà été mis au marché par des ONG ou bien des sociétés privées. Et puis, vous voulez en fait grandir d'une ville à l'autre, ou bien d'un pays à l'autre, ou bien d'une zone rurale à une autre. C'est juste très important de noter qu'on n'offre pas seulement le financement. Une fois que les candidats sont sélectionnés pour le financement, on leur offre aussi du réseautage avec d'autres innovateurs qui travaillent sur des défis similaires. On offre aussi des programmes de mentorat pour bien vous encadrer. Je dirais aussi que dans les quatre secteurs qu'on finance, pour l'eau potable et les systèmes d'assainissement, on finance que les projets de déploiement à l'échelle. Alors, dans l'eau potable et système d'assainissement, vous ne pouvez pas appliquer pour le financement qui va jusqu'à 250 000 $. Je dirais aussi qu'il ne faut pas juste faire une demande de financement pour le sommet du programme. Alors, s'ils ont besoin de 75 000 et pas de 250 000, vous avez juste à mettre 75 000 $. C'est la même chose pour le 3 millions. Si vous avez juste besoin de 1 million ou 2 millions, il ne faut pas forcément demander pour un financement de 3 millions de dollars. Okay. Ce qu'on vous assiste aussi en dehors du mentorat, puis du réseautage et tout ça, on peut vous mettre en contact avec des clients potentiels. On travaille en collaboration avec plusieurs autres ONG, les Nations Unies, par exemple, qui peuvent être l'un de vos clients, surtout pour les gens qui sont dans le secteur privé. Des fois, c'est sûr et certain que vous êtes habitués à créer des produits et des solutions qui sont un peu trop coûteux pour la population concernée. Alors, si jamais il y avait des moyens de vous mettre en contact avec d'autres ONG qui pourraient être des clients, on peut vous mettre en contact avec eux une fois que vous devenez un des innovateurs qu'on finance. Alors, le processus d'examen, une fois que vous complétez notre formulaire en ligne, la première étape, c'est, on appelle ça l'écran d'innovation. Alors, c'est juste une examination préliminaire. On recherche à évaluer deux choses. Est-ce que, genre, l'idée est pertinente pour notre défi? Alors, le grand défi humanitaire cherche à aider les gens qui ont été impactés par le conflit. Souvent, on demande est-ce que le projet, est-ce que c'est dans un pays qui souffre le conflit? Est-ce que ça aide les gens qui sont directement dans les zones de conflit? Est-ce que ça aide les gens qui sont déplacés à l'interne? Si ce n'est pas dans un pays qui souffre un conflit armé, est-ce que c'est un pays qui accueille des réfugiés qui viennent des zones de conflit? Et puis, est-ce que le projet va aider les gens qui sont réfugiés à cause du conflit? Alors, ça, c'est une question de pertinence. Une question de pertinence aussi, est-ce que votre projet correspond à un de nos 4 secteurs, par exemple? Et puis, la deuxième facteur qu'on regarde pour notre évaluation, c'est est-ce que l'idée est-elle innovante? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Est-ce que c'est innovante avec l'approche, avec le processus? Est-ce que c'est innovante d'une manière technologique? Est-ce que c'est innovante d'une manière où, en contexte? Alors, des fois, la technologie existe déjà dans un autre pays, mais
si c'est une situation où vous êtes le premier à faire cette truc dans votre pays ou dans votre zone, on appelle ça innovation en contexte. Alors, je donne un exemple. On a financé un fabricant euh, des masques et puis des équipements de protection contre la COVID, par exemple. Ça, c'était pas vraiment quelque chose qui était novateur, mais le fait qu'ils étaient le premier manufacturier local des produits de santé pour protéger contre la COVID dans leur pays, on leur a financé pour beaucoup d'argent. Je pense que c'était la tranche de déploiement à l'échelle. Alors, c'était un financement au-delà d'1 million de dollars. Et puis, c'était un manufacturier des items de protection pour les cliniques médicales et les hôpitaux. Alors, l'idée, est-ce qu'elle est innovante? Et puis, on se dit toujours, est-ce que c'est innovant d'une manière technologique, de processus, de l'approche sociale, de l'approche d'affaires peut-être, ou bien est-ce que c'est innovant en contexte? 70% des demandes de financement qu'on reçoit ne passent pas à la prochaine étape parce que, un, ils ne sont pas pertinents à notre défi, qui est un défi pour répondre aux besoins des gens qui vivent dans les zones de conflit. Et je dirais aussi que les 70% ne passent pas à la prochaine étape parce que l'idée n'est pas aussi innovante. Alors, c'est vraiment votre responsabilité de nous décrire comment est-ce que votre solution se démarque d'autres solutions actuelles. Comment est-ce que votre approche se différencie des solutions qui sont déjà genre, en place par d'autres ONG pour adresser ces mêmes problèmes, soit d'autres ONG ou bien d'autres entreprises du secteur privé. Alors, comme je l'ai dit, 70% on a reçu plus que 500 demandes de financement l'année passée, et puis 70% des demandes ont été éliminées, soit parce qu'ils n'étaient pas assez innovantes, ou bien ils n'étaient pas pertinents au grand défi humanitaire. Alors, la deuxième étape d'un processus d'examen, c'est il y a des experts dans les sujets, des experts dans l'éthique et des secteurs, des experts dans le marché privé qui vont avoir une expérience souvent avec le conflit. Ils ont déjà vécu le conflit des fois. Ou bien des fois, c'est juste des experts techniques qui vont regarder comme votre proposition en profondeur pour décider si vous allez être financé ou pas. Alors, mettons l'année passée, on a commencé avec 500 demandes de financement. On les a réduits à une centaine peut-être. Et puis, dans les centaines qu'on a réduits, on a remis 10 projets à chaque expert. Et puis, c'était aux experts d'avoir un débat entre eux pour décider quel projet allait être financé. Mais on a un système de pointage et système de scoring. Je dirais que sur la première étape, la façon que ça fonctionne, une fois que vous envoyez votre demande de financement, tout ce qu'on regarde ici, c'est le sommaire de la demande de proposition. Alors, c'est vraiment, je dirais, comme les premières 4 questions dans le formulaire en ligne. Le sommaire, c'est juste un petit paragraphe. Et puis, les premières questions qui vous demandent, est-ce que c'est pour les personnes déplacées à l'interne ou bien est-ce que c'est pour les personnes dans les zones de conflit, bien c'est pour les réfugiés, est-ce que c'est santé, eau sanitaire, etc. Alors, ce n'est pas beaucoup d'informations qu'on révise dans l'étape numéro 1. Pour les gens qui appliquent qui demandent un fonds qui va jusqu'à 250 000, je dirais que c'est juste le sommaire qu'on regarde. Pour les gens qui demandent un financement jusqu'à 3 millions, il y a une note de concept qu'il faut présenter. Et puis, c'est ce note de concept qu'on va regarder en premier. Pour les gens qui demandent jusqu'à 250 000, ça, c'est la dernière étape. Alors, si votre projet passe, une fois qu'on regarde, on fait la revue externe par les experts, on va vous appeler directement pour vous dire si vous avez reçu le financement. Si vous n'avez pas
reçu, on va faire des commentaires sur votre demande de financement et vous pouvez réessayer l'année prochaine. Je peux vous dire qu'il y a eu bien des personnes qui n'ont pas été financées en 2018, qui ont remis qui ont remis le demande de financement encore la deuxième année. Et puis, ils ont suivi la rétroaction et le feedback qu'on leur a donné. Et puis, ils ont reçu le financement la deuxième fois qu'ils ont fait la demande parce qu'ils ont bien répondu aux commentaires qu'on avait faits, qu'on les a donnés la première fois. Alors, tout le monde reçoit une réponse, malgré le fait que ce n'est pas tout le monde qui va recevoir le financement. Ça, c'est juste pour les gens qui demandent jusqu'à 3 millions de dollars. Il y aura une troisième étape et on appelle ça genre, il va falloir présenter votre solution à notre comité d'investissement. Et puis, la comité d'investissement, les gens qui font partie de cette comité, c'est des gens qui sont des investisseurs, des professionnels dans le secteur humanitaire, et puis des gens qui sont genre bien informés sur ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, et puis la qualité de notre projet, ils sont des experts, etc. Je dirais que pour les deux types de financement qu'on offre, soit les projets en démarrage ou les projets de déploiement à l'échelle. Ce qui est super important, c'est souvent, après que l'innovation a été testée, puis la pertinence de l'innovation, et souvent, c'est la qualité de la personne qui va diriger le projet. Okay. Alors ici, les critères d'évaluation encore, quels projets vont avoir beaucoup plus de priorité dans l'évaluation? La première chose serait l'impact. Alors, combien est-ce que de vies est-ce que j'améliore ou est-ce que je sauve par mon projet? Souvent, quand les gens sont capables souvent, quand les gens montent des projets, ils nous disent que, regarde, il y aura 125 000 dollars, je veux dire, 125 000 personnes qui auront accès à l'électricité, par exemple. Ou bien, il y aura 4 000 personnes qui auront accès à l'eau potable avec ce projet, etc., etc. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est l'innovation intégrée. Alors, on vous a dit qu'on encourageait des demandes de financement par le secteur privé tout à l'heure. C'est juste pour dire qu'on se rend compte que les ONG ne sont pas sont pas les plus, ils n'ont pas le plus d'expérience avec les concepts comme l'innovation. Alors, on encourage toujours les ONG d'avoir genre un partenariat avec une entreprise du secteur privé pour l'aspect novateur des fois, ou bien pour que, on demande aussi des fois que si vous êtes une ONG, une société du secteur privé, ayez un partenariat avec une ONG pour un peu comprendre comment est-ce que la structure des ONG fonctionne et bien saisir genre comme les problèmes actuels, surtout les problèmes qui affectent la population concernée. Alors, la deuxième chose qu'on regarde, c'est toujours l'innovation intégrée. Alors, si vous êtes une société au secteur privé, on veut savoir ce que vous travaillez avec des ONG et la réponse devrait être oui. Si vous êtes une ONG, on aimerait bien savoir que vous travaillez avec une entreprise du secteur privé, encore pour l'aspect novateur du projet et pour avoir plus d'impact avec la population concernée. La troisième chose qu'on regarde, c'est le plan d'exécution du projet. OK, alors le plan d'exécution, ce qui est faisable, comment est-ce que vous allez mesurer l'impact? Et puis, est-ce que le plan est faisable à court terme ainsi qu'à long terme? On va regarder en quatrième place la capacité de promouvoir le changement en tant que le leader. Et quand on dit votre capacité de promouvoir le changement, c'est est-ce que vous faites quelque chose qui va changer
la façon dont telle que l'aide humanitaire est livrée dans les zones de conflit avec votre solution? Est-ce que vous apportez une perspective qui est assez genre nouveau pour la livraison de l'électricité ou l'eau potable ou quoi que ce soit envers comme les personnes qui ont été impactées par le conflit ou bien juste en général? Alors, euh, est-ce que vous avez un moyen de changer genre le système humanitaire? Alors ça, c'est juste pour euh, les raisons qui nous ont inspirés comme à avoir à lancer ce fonds. On va aussi regarder comme la valeur que votre projet, ça c'est la cinquième chose, la valeur que votre projet va apporter contre les efforts. Alors, pour les projets qui sont en lancement, c'est sûr et certain qu'on va vous demander de donner un budget, mais ce n'est pas un budget super compliqué, c'est un budget assez simple. La même chose pour les projets qui sont en déploiement à l'échelle. Mais une fois que, ça c'est plus pour les projets qui sont dans le déploiement à l'échelle, c'est juste pour regarder, vous donnez 2-3 millions de dollars, c'est quoi l'impact qu'on va avoir versus l'investissement qu'on fait. Ça, c'est pour les coûts opérationnels, pour dépenses pour genre la fourniture des équipements que vous avez besoin pour votre projet, etc. Alors, la date finale pour remettre votre soumission est le 16 novembre, 11 h du matin, heure de Toronto. Je vais juste aller dans le site web pour vous montrer juste comment. Alors, c'est Grand Défi Humanitaire.org. Alors, c'est juste pour vous montrer comment s'inscrire pour un compte parce que la demande de financement doit être envoyée à travers jcc.flux.io. Ça, c'est notre portail de demande de financement. Il faut d'abord se créer un compte et aller choisir quel formulaire remplir, celui de 250 000 ou celui de 3 millions de dollars. Une fois que vous êtes sur notre site web, vous avez juste à cliquer Postuler aujourd'hui. Une fois que vous cliquez Postuler aujourd'hui, vous allez voir la demande de proposition et on vous encourage de lire la demande de proposition totalement parce que l'information que je vous ai donnée aujourd'hui, c'est juste un petit aperçu où il y a beaucoup plus d'informations dans la demande de proposition et puis on vous encourage de le regarder. Il est disponible en anglais comme en français, en swahili et en arabe. On reçoit les demandes de financement que dans la langue française ou en anglais. On ne peut pas le recevoir dans toute autre langue. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle ici analyse analyse des obstacles affectant les innovations en contexte humanitaire. Ça, c'était quelque chose qui décrit en fait pour tout ce que je vous ai expliqué pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a lancé le fonds, pourquoi est-ce que l'aide humanitaire traditionnelle ne peut pas aider les gens qui sont dans les zones de conflit à cause du danger posé, à cause du manque d'expérience avec la population concernée, etc. C'est toujours bien de lire cette information. On a la foire aux questions encore qui est seulement disponible en anglais. Mais une fois que vous êtes ici et que vous lisez la demande de proposition, vous pouvez cliquer sur Créer un compte. OK? Ça va vous apporter sur notre portail Flux. Vous allez être demandé de répondre à certaines questions et mettre le nom de votre institution. Et puis, une fois que vous entrez ça, vous pouvez aller là-dedans et commencer à lancer le projet. Alors, plusieurs personnes du même institution peuvent créer un compte pour remettre plusieurs projets. Alors là, je vais retourner comme à la fois aux questions. Je vais retourner aux sections de chat et je vais prendre des questions que vous avez par rapport à la présentation que j'ai faite et par rapport au fond.
OK. OK, alors ça, c'est une personne demande si les innovations ou solutions proposées sont destinées aux personnes dans les zones de conflit. Moi, je suis une entreprise sociale et commerciale. J'ai des objectifs pécuniaires. Suis-je éligible? Alors, si votre innovation a un impact qui peut améliorer la vie des gens qui souffrent dans les zones de conflit, euh, si vous êtes une société privée, vous pouvez bien, genre, soumettre une demande de financement et puis on pourrait bien le financer si c'est un impact qui peut aider à sauver des vies ou bien améliorer la vie des personnes qui souffrent dans les zones de conflit, ou bien des personnes qui sont déplacées à l'interne, ou bien des personnes qui sont des réfugiés à cause du conflit. Alors, tous les types d'institutions peuvent euh, remettre une demande de financement. OK. Alors, ça, c'était pour répondre à Patty Boukala. Une autre question, c'est dois-je nécessairement avoir une adresse physique dans la zone de conflit pour y proposer un projet? Exemple, je vis à Kinshasa, mais je propose un projet pour Ituri, par exemple, deux différentes villes dans un même pays. Oui, vous n'avez pas besoin d'avoir une adresse physique dans la zone de conflit pour proposer le projet. Vous pouvez être à Kinshasa ou bien n'importe où. Nous, on favorise les projets qui sont dirigés par des personnes qui ont une expérience avec les zones de conflit. Alors, le fait même que vous allez remettre une application et puis vous êtes dans un pays où les gens souffrent, où les zones de conflit, dans un pays qui est assez fragile et qui souffre le conflit, votre demande de financement va être favorisée et va être plus en priorité que des demandes de financement qu'on reçoit des pays comme le Canada ou bien les États-Unis. Et je dirais qu'on reçoit pas mal, beaucoup d'applications, des ONG internationales. Alors, vous êtes déjà comme dans une bonne place. OK. Alors, quelqu'un m'a demandé de leur envoyer comme les exposés. C'est important d'aller sur notre site web. Encore, tout ce qui est, que j'ai décrit aujourd'hui, si vous allez sur notre site web, le grand défi humanitaire, et que vous cliquez sur postuler aujourd'hui, il y a tous les liens pour il y a tous les liens pour la demande de proposition, tous les documents que vous avez besoin de consulter pour remplir la proposition. Et la proposition se remplir avec notre formulaire en ligne. Alors, il faut avoir accès à l'Internet. Vous avez aussi l'option de sauvegarder les réponses que vous avez faites, que vous avez remplies sur notre formulaire en ligne et de revenir plus tard pour le remplir à nouveau. Euh, alors, juste pour répondre à une autre question, euh, je voulais savoir quels sont les types de documents à soumettre lorsque on est sélectionné pour les deux formes de financement. Alors, une fois que vous êtes sélectionné pour les deux formes de financement, souvent, on va juste vous demander pour… ça, c'est plus pour le déploiement à l'échelle, c'est juste pour l'historique financière, par exemple, et puis preuve d'un comptable qui a été certifié. Euh, mais je dirais que quelqu'un comme moi ou bien quelqu'un à l'interne serait responsable de vous accompagner avec les formulaires nécessaires. C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup plus de scrutin pour les gens qui demandent jusqu'à 3 millions de dollars. Il faut avoir une expérience avec des sommes d'argent, peut-être pas à la même équivalence, mais des sommes d'argent assez élevées. Pour les gens qui sont genre en lancement, juste les documents d'incorporation de l'entreprise, c'est une chose. Et la deuxième chose, je dirais que des plans et des schémas, des plans de travail et des schémas de travail pour votre projet. Si jamais vous mentionnez dans votre demande de financement que vous avez
souvent, on cherche comme à valider genre la durabilité ou bien euh, la traction du projet avec des lettres d'intention des clients potentiels ou bien des partenariats. Si vous mentionnez dans votre demande de proposition qu'il y a des partenariats qui ont été faits avec d'autres ONG, avec le gouvernement par exemple, on demande toujours des preuves. Alors souvent, on va demander les preuves de tout ce qui est mentionné dans votre demande de proposition. OK. Je vois qu'il y a des gens qui ont levé les mains. Je vous demanderai je vais vous donner la parole tout à l'heure, mais si vous pouvez juste soumettre vos questions dans le chat box, parce que j'ai encore des questions dans le chat box que je dois répondre. Mais sinon, je vais vous donner la parole. Le financement vient en tranche ou bien en totalité? Le financement va toujours venir en tranche, d'accord? Et puis, on va souvent vous donner comme des milestones à accomplir selon le plan de travail que vous nous donnez. Et puis, on va toujours dire, regardez, on va vous donner le 50 000 aujourd'hui, on va vous donner une autre 50 000, genre dans un mois ou 2 mois. On demande souvent pour des rapports avant de donner les autres tranches. Alors, on finance toujours dans des tranches. On peut faire des exceptions pour donner la totalité en une shot, mais moi, j'ai jamais vu ça où on a donné comme tout l'argent en une shot. C'est toujours dans des tranches. OK. OK. Alors, je vais juste passer la parole à Jean-Paul Bantala. Je vais vous permettre de parler et juste pour demander vos questions. Alors, je pense que vous êtes sur mute. Juste, j'ai vu que vous avez la main levée, alors vous pouvez poser votre question. Bonjour Jean-Paul. Je ne vous entends pas, il faut vous enlever sur mute. Allô? Je ne vous entends toujours pas. Si vous voulez, vous pouvez juste me demander la question dans le groupe chat. Oui. Oui. Allô? Allô? Oui, c'est M. Jean-Paul. Oui, je vous écoute. Quelle est votre question? Bon, je n'ai pas vraiment de questions précisément, mais je voulais juste avoir une idée plus précision par rapport à certains critères pour, comme vous avez déjà donné les sites qu'on peut chercher moyen de postuler, je crois, je vais suivre et puis voir comment postuler. C'est un peu juste ça, mais il n'y a pas vraiment de questions par rapport à votre exposé. Vraiment, ça a été très bien et puis c'est bon. OK, génial. Ben, merci pour être venu. Et puis encore, je vous encourage à aller sur le granddéfihumanitaire.org. Voilà. Puis une fois que vous cliquez sur la page qui va vous accueillir, là, cliquez sur Postuler aujourd'hui. Une fois que vous êtes là, vous allez voir, il y a plusieurs documents pour vous aider à comprendre les critères et aller plus en profondeur avec tout ce que j'ai décrit aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des liens pour s'inscrire, pour créer un compte dans notre portail Flux pour remplir la formulaire en ligne. Alors, merci beaucoup, Jean-Paul. Je demande à quelqu'un d'autre de répondre maintenant. OK, alors, Kakel Boom, juste vous démuter, puis vous pouvez répondre aux questions. Oui, bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Merci pour cette conférence. En fait, premièrement, je voulais remercier l'intervenant parce que c'est une opportunité que vous donnez à la communauté internationale de contribuer au changement positif et trouver des solutions humanitaires.
Après, je voulais un petit peu savoir du côté de la qualité des projets. Par rapport au type de projet qu'on soumet, est-ce qu'il faut nécessairement, par exemple, que le volet vraiment numérique soit pris en compte parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aspects d'innovation dont on tient compte. Maintenant, quand vous parlez des projets innovants, est-ce que nécessairement vous pensez que le numérique doit nécessairement se refléter là-dessus? Je donne un exemple. Par exemple, quand vous parlez d'eau potable, c'est-à-dire il faut nécessairement penser comment Internet ou les satellites peuvent aussi être mis en jeu pour peut-être désaliniser les eaux ou quoi. Parce que parfois, les zones à conflit ont des difficultés en infrastructure, ont des difficultés parfois même en couverture de réseau. Alors, je voudrais un peu savoir, est-ce que vraiment la qualité de projet tient compte des aspects innovants tels qu'on entend généralement avec le côté numérique, ou bien ça peut être des idées aussi simplistes qu'il faut qu'on ait pour arriver à, c'est-à-dire une idée aussi simple que de se dire, voilà, je peux avoir un kit de purification d'eau et un simple équipement local, manuel, mais qui trouve des vraies solutions sans nécessairement qu'il y ait un aspect numérique. La deuxième question, c'était juste vous demander de répéter un peu les documents qu'il faut avoir généralement lorsqu'on est sélectionné pour les deux types. J'ai juste saisi à la fin, quand vous avez parlé des lettres de partenariat, qu'on peut demander. Mais au début, j'ai manqué parce que ma connexion a un peu bugué là-dessus. Merci. Ok, génial. Euh, ok, ouais, merci Kakel. En fait, pour répondre à votre première question, ce qui est innovant, ou bien la définition de l'innovation ne se limite pas seulement au côté numérique. Nous, on a trois ou quatre définitions d'innovation qu'on utilise. C'est l'innovation d'approche. Alors ça, c'est l'approche sociale ou bien l'approche d'affaires. On a l'innovation de processus. Alors si c'est juste un processus qui est assez différent et qui se distingue assez des processus actuels dans les réponses humanitaires qui sont déjà en place. Et puis, la troisième, c'est l'innovation en contexte. Alors, ça, c'est juste pour dire que c'est pas vraiment novateur, mais c'est novateur pour le contexte. Le contexte, c'est souvent pour le pays, bien pour la zone. Euh, on a eu financé, notre première année, on a financé une innovation pour guérir des blessures sur les gens. Et puis, il n'y avait pas de technologie là-dedans du tout. C'était une guérison qui se faisait à travers des insectes qui sanitaient les blessures. Alors, ça venait dans des petits paquets. C'est des petits paquets qui se livraient, puis tu prenais les insectes, tu mettais ça sur la blessure, et puis la personne se guérissait. Bah, c'était juste pour guérir les blessures, puis garder la blessure propre. Alors, ça n'a pas touché à la numérique du tout. Alors, on est ouvert à toutes sortes d'innovations qui peuvent être proposées et puis qui améliorent d'une manière significative les méthodes actuelles. J'espère que ça répond bien à ta question. OK, c'est plus clair. Merci. Pour Okay. la deuxième? Pour la deuxième, on va souvent demander pour les documents d'incorporation. OK? OK. Il faut être une institution genre enregistrée auprès des gouvernements locaux, etc. Parce que les seules personnes qui ne peuvent pas appliquer pour notre fonds, c'est genre les ministères du gouvernement et puis les individuels, genre privés. Mais si tu es quelqu'un aujourd'hui qui est comme un individuel privé puis qui t'enregistre pour une organisation demain, tu peux demander pour le financement. Alors, c'est le seul document qu'on va demander comme genre pour être sûr et certain que c'est une institution réelle. Et puis, pour les autres documentations, pour les projets de déploiement à l'échelle, on va souvent demander comme des documents pour supporter l'innovation, genre des schémas, peut-être des plans
l'évolution du produit, etc. On va demander aussi pour l'historique financier de l'entreprise. Alors, les états financiers pour les derniers 2-3 ans, par exemple. Mais on se rend compte qu'on fait affaire avec des ONG et des sociétés qui vivent dans des pays fragiles. On se rend compte du fait que souvent, on va demander des documents qui n'existent pas. Moi, je dirais qu'on travaille, on prend notre temps pour travailler avec les ONG et les gens qui demandent le financement. Et puis, même si vous n'avez pas ces documents, on va vous donner un délai de comme 2 semaines ou 3 semaines pour nous revenir avec ces documents. Mais moi, je dirais, pour les gens qui sont en démarrage, la chose qui compte le plus, c'est l'idée et puis l'impact que l'idée va avoir sur les gens et puis la population. Et puis, quand on va venir comme à demander pour les documents, on va travailler avec vous pour les développer. Mais c'est toujours une bonne idée d'avoir comme un schéma de votre produit, à quoi ça ressemble, avoir des plans de travail. Et puis, c'est quasiment tout. Est-ce que ça répond à ta question, Kakel? Ouais, c'est plus clair. Merci beaucoup. J'ai saisi. Si tu peux me permettre, excuse-moi, hein, juste une dernière petite question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les entreprises aussi sont concernées, puisqu'on sait qu'en général, quand on parle d'entreprise, on voit l'aspect lucratif. Et quand on parle humanitaire, on voit plus ONG, c'est-à-dire c'est le social. Mais après, vous dites que vous appuyez aussi les entreprises, c'est-à-dire l'humanitaire, le secteur privé peut aussi faire de l'humanitaire, alors que normalement, quand il y est, il fait plus le profit. Oui, en fait, le secteur privé peut répondre aux besoins des gens qui vivent dans les crises humanitaires. On veut encourager comme la création d'emplois, OK. encourager l'innovation et d'après nous, le secteur humanitaire n'apprécie pas vraiment le genre du risque que l'on doit avoir si on veut essayer quelque chose de nouveau et puis si on veut innover. C'est pour ça qu'on encourage le secteur privé et on a quelque chose qu'on appelle l'innovation intégrée. C'est un concept qu'on décrit sur notre site web et qu'on décrit très bien dans notre demande de proposition. Et puis l'innovation intégrée, c'est même si vous êtes une société privée, on demande que vous travaillez d'une manière ou d'une autre avec une ONG locale. Sinon, vous avez des peu de chances qu'on va trouver votre projet. Et puis, c'est la même chose pour les ONG. On veut encourager les ONG de travailler avec les organisations du secteur privé, même si c'est comme fournisseur, parce qu'on est très conscient que l'aspect novateur, souvent, c'est très difficile de trouver l'aspect novateur d'un point de vue des ONG. Et puis, c'est très difficile souvent de trouver l'aspect impact au point de vue de société à but lucratif sans qu'ils aient comme une relation directe avec les ONG qui travaillent sur place avec les gens qui sont les plus affectés par le conflit. Alors, on sait que c'est une idée qui est assez comme une approche qui est assez nouveau. Et puis, on sait qu'on est l'un des seuls genre bailleurs de fonds qui encouragent cette approche. Alors, c'est une bonne question. C'est juste qu'on a voulu essayer quelque chose de nouveau et on reconnaît que l'innovation ne va pas sortir uniquement du secteur humanitaire. Et puis, on veut encourager beaucoup plus de collaboration entre le privé et puis l'humanitaire. OK, merci. De rien. Je vais juste prendre une autre question. Quelqu'un demandait le site web. Alors, c'est Grand Défi Humanitaire. J'ai aussi une question. Allô? J'ai aussi une question. Oui, c'est Jean-Paul. OK. Oui, c'est Jean-Paul Itambala. Oui, je voulais intervenir toujours par rapport à ce que M. Kakel vient de dire là, par rapport aux objectifs que vous en avez par rapport à l'humanité et les ONG. Tout le monde, nous savons très bien qu'avec les ASBL, dans les ONG, ils n'ont pas vraiment de but
quoi ils font pour aider les gens. Et avec les entreprises, chacun vise quand même son intérêt et puis avec un gain, que non, il peut travailler. Alors, vous avez dit que non, pour qu'une entreprise privée soit parfois financée, il faut qu'il travaille en partenariat avec une organisation non gouvernementale locale, ou bien il y a d'autres critères qu'une entreprise privée peut avoir sans passer par une ONG locale. C'est un peu ça la question que j'avais. Pour les entreprises privées, on regarde toujours l'impact. Pour les entreprises privées, on va toujours regarder est-ce que le produit, bien le service est accessible aux personnes, à la population concernée. Peut-être que vous avez une entreprise privée et que vous allez charger $100 par mois à des villes comme Goma ou Kinshasa, mais quand vous allez vous retrouver dans les zones de conflit, vous allez charger un frais de $10 par mois et le frais va être payé par d'autres ONG comme Docteurs sans frontières ou bien l'université, bien l'hôpital, et pas nécessairement comme genre des individuels privés. Il y a plusieurs modèles qui peuvent fonctionner du secteur privé. Et puis, il y a plusieurs exemples sur notre site web des solutions du secteur privé qu'on a déjà financées. J'espère que ça répond. Vous n'avez pas nécessairement besoin de passer par une ONG si vous êtes une société privée, mais on veut comprendre que j'ai jamais vu une société privée qui a été approuvée pour un financement qui ne travaille pas avec une ONG locale. J'ai jamais vu ça. La plupart de nos sociétés au secteur privé n'ont pas seulement un partenariat avec genre une ONG locale. Souvent, surtout pour les déploiements à l'échelle, ils ont aussi un partenariat ou bien ils sont en collaboration avec un ministère de santé, un ministère d'éducation, un ministère d'information, etc. Ça au niveau municipal, provincial ou bien national. Ok, ça va. Merci tout le monde d'avoir fait partie de cette présentation. S'il y a d'autres questions qu'on n'a pas répondu aujourd'hui, on va les répondre par courriel, juste les taper dans la boîte de discussion. Et puis, on va avoir au moins une autre session d'information en français et en anglais d'ici la fin du mois d'octobre. Encore, souvenez-vous que la date limite, c'est le 16 novembre. Alors, c'est mieux de créer un compte aujourd'hui et de regarder le formulaire et commencer à compléter le formulaire dès aujourd'hui au lieu d'attendre à la dernière minute. Merci encore d'avoir participé et puis bon succès avec votre demande de financement. Passez-vous une très bonne journée. Merci encore.